Matin, Patrick Cohen. Excellent début de journée. Voici le journal de Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Des élus à bout de nerfs qui jettent l'éponge. Ouverture du congrès des maires de France ce matin à Paris. Rendez-vous sous haute tension pour le gouvernement. Les autres titres, Jean-Philippe. Les Restos du Cœur, la 33e campagne commence ce matin. Vous entendrez Gisèle. Elle était déjà là au tout début avec Coluche. L'Allemagne en pleine crise. Une douche glacée pour l'Union européenne, nous dira Isabelle Horry à Bruxelles. Les Nations Unies horrifiées après la découverte d'un trafic d'esclaves en Libye. Des migrants pris au piège. Reportage. Et puis les retraites et un déficit moins élevé que prévu, nous dira Nicolas Barré. Quelles seront les nouvelles modalités d'entrée à l'université ? L'élève aura-t-il le dernier mot ? Les universités vont-elles choisir leurs étudiants ? La ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, sera notre invitée tout à l'heure à 8h15. Et rendez-vous compte, depuis leur création, ils ont largement servi plus d'1 milliard de repas. Les Restos du Cœur, 33e édition, le début d'une nouvelle campagne ce matin pour 71 000 bénévoles, dont Gisèle. Elle est là depuis le début. Elle avait entendu l'appel de Coluche en 1985 sur Europe 1. Elle avait rejoint sur un terrain vague de Gennevilliers, un Barnum bleu et blanc, le tout premier Resto du Cœur. Aujourd'hui, Gisèle vit en Vendée. À 71 ans, elle continue le combat et n'a rien oublié du message de Coluche. En se tapant sur les cuisses, il disait « On va y arriver, c'est fort, alors ça c'est bien ». Et il était vraiment content. Et en même temps, dès qu'il franchissait le chapiteau et qu'il était dehors, il voyait ces gens qui étaient en difficulté. Et là, on sentait que même s'il ne le disait pas, que ça le remuait de voir cette précarité sur le terrain. Il a dit à tout le monde, la pauvreté, c'est triste, mais vous devez garder le sourire parce que c'est comme si c'était le premier repas que vous donniez aux personnes accueillies. En 32 ans, quel a été votre souvenir le plus marquant ? C'est la volonté des gens que l'on accueille en insertion de vouloir se sortir d'une situation de précarité. Et quand il y en a un après plusieurs CDD qui dit « j'ai un CDI maintenant, je suis content », je ne l'appelle plus par son prénom, je l'appelle cerise sur le gâteau parce que c'est une cerise sur le gâteau. C'est vraiment très fort d'avoir su qu'à travers le passage en insertion, elle a réussi à trouver un emploi stable. Voilà, Gisèle avec François Coulon, vous l'avez compris, les Restos du Cœur, c'est bien plus que de la nourriture aujourd'hui. Une adresse pour vos dons, restoducoeur.org. On compte sur vous. Également dans l'actualité ce matin, le congrès des maires de France, un mélange de colère et de déprime pour 15 000 élus qui seront présents. Coup d'envoi à Paris, porte de Versailles et des relations très tendues, c'est vrai, avec l'exécutif. Baisse des emplois aidés, 13 milliards d'économies réclamées. Bref, une situation invivable pour certains maires qui rendent leur écharpe. C'est l'enquête du 8h. Bonjour Théo Manval. Bonjour. Il serait au moins 2000 des maires, des adjoints, des conseillers municipaux, 2000 à avoir démissionné depuis les municipales de 2014. Oui, estimation d'une grande association d'élus. Le chiffre officiel, lui, n'existe pas, nous dit-on au ministère de l'Intérieur. Eh bien, on a fait notre décompte, préfecture par préfecture, association par association. Et depuis 2014, plus de 300 démissions d'élus dans le Nord. C'est 2 fois plus que sur le mandat précédent. Plus de 1000 dans le Gard sur 350 communes. C'est du jamais vu. Des dizaines aussi dans les Vosges ou en Charente, surtout dans des communes rurales. Et ce que vous nous dites, Théo, c'est que les élus sont fatigués nerveusement, tout simplement. Oui, devenu le défouloir d'administrés de plus en plus virulents, décomplexés. Écoutez, Véronique Lay, menacée, elle a rendu son écharpe de maire de Croutelle, 800 habitants près de Poitiers en septembre. Au départ, un simple conflit entre voisins dans son village. Vous avez quelqu'un qui vous dit « si vous n'agissez pas, je vais descendre à la mairie avec une Kalachnikov ». Il n'y a plus aucune barrière. On a l'impression qu'à partir du moment où vous êtes politique, vous pourriez tout encaisser. Et je crois qu'on ne se rend pas compte qu'à quel point, quand on est mis plus bas que terre, parfois, il pourrait y avoir des drames personnels. Il faut être vraiment très fort. Ah oui, Kalachnikov, effectivement, ça fait frémir. Il y a aussi, on en a beaucoup parlé, Théo, le manque de moyens financiers aujourd'hui. Oui, surtout pour les communes rurales. Claude était le maire d'un village de 2500 habitants dans le Lot. Il vient de démissionner, asphyxié, dit-il, par la baisse des dotations, moins 15% de budget en 3 ans. Je suis écœuré parce qu'on veut nous supprimer. C'est comme une plante, si vous voulez qu'elle crève, vous ne l'arrosez plus. Tout est orienté vers les villes. On s'engage pour dynamiser la commune et on ne peut pas le faire. Ça nous met le moral dans les chaussettes. On a l'impression dans nos campagnes, il ne servira à rien. Et quand on écoute tous ces témoignages ces derniers jours, Théo Manval, on peut se demander aussi si certains n'avaient pas conscience finalement de la mission que cela représente, être maire. Oui, c'est une bonne question parce que la plupart de ceux qui démissionnent sont dans leur premier mandat. Donc ce sont des gens qui découvrent l'ampleur de la tâche, la gestion des tensions en conseil municipal,
fiscales, les normes administratives de plus en plus complexes. On ne l'imagine pas forcément avant, reconnaît Vanik Berberian. C'est le président de l'association des maires ruraux. La relation avec l'administration, avec l'État, c'est pas quelque chose qui s'improvise. Il faut s'engager en imaginant bien que ça va coûter beaucoup en temps consacré à l'intérêt général. Alors en tout cas, ce mal-être, cette angoisse financière, Emmanuel Macron devrait les entendre puisqu'il risque bien d'essuyer quelques sifflets lors de son discours devant le Congrès après-demain. L'enquête du 8h signée ce matin, Théo Manval. Europe 1, il est 8h05. L'actualité européenne à présent et Angela Merkel qui fait de la résistance. C'est le jour d'après en Allemagne. Oui, après l'échec des négociations pour former un gouvernement, désormais parmi les scénarios possibles des législatives anticipées, et la chancelière sera candidate, elle l'a dit hier. Mais bien malin ce matin, qui peut prédire la suite des événements en Allemagne. Forcément, pendant ce temps à Bruxelles, on s'inquiète. La correspondance d'Isabelle Horry. Les nouvelles venues de Berlin font l'effet d'une douche glacée à Bruxelles. Que ce soit sur l'avenir de la zone euro ou la politique migratoire, la Commission européenne attend depuis des mois qu'il y ait un interlocuteur fort à la chancellerie pour avancer. Si toute l'Europe a suivi les péripéties de la présidentielle française, personne n'avait anticipé un affaiblissement d'Angela Merkel. Les planètes françaises et allemandes ont décidément du mal à s'aligner, soupire l'eurodéputé Alain Lamassoure. Pendant 5 ans, malheureusement, le moteur allemand avec Mme Merkel tournait à plein régime. Le moteur français était quasi éteint. Là, il y a une incertitude sur le moteur allemand au moment où le moteur français s'est rallumé avec le président Macron. Et donc, l'intérêt de toute l'Europe, c'est que l'Allemagne sorte le mieux possible de cette crise politique. Attendre encore un peu un gouvernement allemand, ça peut sembler anecdotique. En fait, non. Les Européens ont une fenêtre de tir qu'il ne faut pas rater. Les grandes initiatives doivent absolument être dégainées d'ici au printemps 2018. Ensuite, le Parlement européen entrera en année électorale et tout le système tournera au ralenti. Pour Bruxelles, comme pour l'Elysée d'ailleurs, chaque jour qui passe est donc précieux. Bruxelles, Isabelle Horry, Europe 1. L'Europe, c'est aussi la directive sur les travailleurs détachés et cette opération blocage des routiers ce matin. Ils ne font pas partie des textes et dénoncent une concurrence déloyale. Il prévoit plusieurs actions aujourd'hui, dont une qui a commencé il y a 2 heures au tunnel du Fréjus. On écoute ce routier en colère. Payer un chauffeur à 400 € ou alors en payer un 1200 € ici, vous faites le choix, vous. C'est dégueulasse, c'est prendre les chauffeurs routiers pour des merdes. Les temps de conduite, par exemple, pour enlever jusqu'à 56 heures par semaine, ce qui est tout à fait inadmissible d'abord pour les chauffeurs routiers, mais y compris pour les autres usagers de la route. Quand vous avez conduit 56 heures par semaine, vous pouvez être un danger non seulement pour vous, mais y compris pour ceux qui sont avec vous sur la bande de bitume. Un propos recueilli par Rémi Pierre. L'actualité économique et une bonne nouvelle sur le front des retraites. Bonjour Nicolas Barret. Bonjour Jean-Philippe. Directeur du journal Les Échos, vous faites votre une ce matin sur un déficit moins grave, en tout cas moins élevé que prévu dans les années qui viennent. Oui, ce sont des chiffres plutôt rassurants. Le déficit du régime général de retraite sera d'un peu plus de 2 milliards d'euros en 2020. Jusqu'ici, on prévoyait 4 fois plus. Alors ce chiffre autour de 2 milliards est à rapporter aux plus de 310 milliards d'euros de retraites qui sont versés chaque année en France. Donc vous le voyez, c'est un déficit très limité, 0,1% du PIB. Pourquoi ces meilleurs chiffres ? Parce que la croissance est un peu meilleure que prévu et les masses sont telles que ça a tout de suite un impact. Alors croissance meilleure que prévu, mais bon, on n'arrive quand même toujours pas à l'équilibre aujourd'hui. Oui, voilà, le Conseil d'orientation des retraites qui fait ses projections voit en effet un système déficitaire aussi loin que porte le regard, puisqu'il n'imagine pas d'équilibre avant 2037 et encore dans le meilleur des cas. Mais ça, c'est si on ne change rien. Or, il est possible de revenir à l'équilibre et c'est ce que montre le régime de retraite complémentaire des salariés du privé. L'Agirc et l'Arco qui ont décidé, vous savez, de fusionner grâce aux mesures d'économie qu'ils avaient prises il y a 2 ans, en 2015. Ces régimes dégageront un excédent d'1 milliard en 2019 et ce, surtout, de manière durable. L'équilibre est donc possible moyennant quelques ajustements et surtout sans qu'il soit nécessaire de révolutionner le système de A à Z. Et finalement, la grande réforme voulue par Emmanuel Macron n'est peut-être pas si indispensable que cela. Merci Nicolas Barret. On l'apprend ce matin, un entretien entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Il aura lieu dans les prochaines heures à propos du conflit en Syrie. C'est ce qu'annonce le Kremlin. Il est 8h10, Patrick Cohen. La suite du journal Jean-Philippe Ballas avec des images qui ont fait le tour du monde. Un marché aux esclaves en 2017 en Libye. Oui, tourné par une équipe de CNN. On y voit des migrants tombés aux mains de réseaux criminels, un trafic d'humains. Et ce matin, les Nations Unies se disent horrifiées, parlent de crimes contre l'humanité. Certains en appellent à la Cour pénale internationale. L'enquête de Maud Descamps. Quelle que soit la porte d'entrée de ces réfugiés en Libye, le Soudan, le Tchad ou le Niger, il leur est quasiment impossible d'échapper aux réseaux spécialisés dans la vente d'esclaves. Certains rescapés ont raconté à Nico Norin de la Fédération internationale des droits de l'homme
l'horreur, l'humiliation infligée par ces milices armées, ces groupes de passeurs ultra-organisés qui n'hésitent pas à recourir aux enlèvements d'hommes, de femmes, mais aussi d'enfants. À partir du moment où les premiers groupes armés vont enfermer les personnes migrantes à la frontière sud, ces personnes vont se retrouver dans une chaîne de rachat. On ne sort pas de la chaîne de rachat si on ne sort pas de la Libye. Les premiers groupes armés vont revendre les personnes migrantes à un deuxième groupe qui va elle-même les revendre à un troisième groupe. Dans les prisons, par exemple, les directeurs de prison qui vont recevoir des employeurs et qui vont leur demander une somme d'argent pour libérer certaines personnes. Les migrants en tant que prisonniers sont vendus. Des réfugiés réduits en esclavage dans des exploitations agricoles, sur des chantiers ou encore pour transporter des caisses de marchandises, de la main-d'œuvre souvent violentée, voire torturée par ceux qui se considèrent comme leurs propriétaires. Les femmes, quant à elles, sont vendues comme domestiques ou esclaves sexuels. Maud Descamps, on passe à l'actualité sportive avec la finale de la Coupe Davis ce week-end à Lille. Les Français face aux Belges. Des Belges qui joueront presque à domicile. C'est une curiosité, mais les 4 joueurs de la sélection ont tous été ou sont encore licenciés au Tennis Club de Lille. Oui, notamment David Goffin, le numéro 1 belge, très apprécié. Lionel Gougelot. C'est grâce à un autre grand joueur belge, Christophe Rocus, lui aussi licencié à Lille, que David Goffin a signé à l'âge de 19 ans dans le club lillois. Le numéro 1 belge, raconte Henri Magnan, président de l'époque, était au seuil d'une carrière prometteuse. Il était au-delà de 250e place quand j'ai fait signer. Il était content de venir chez nous. On l'a aidé un peu financièrement au début quand même. C'est jamais facile au début pour eux. C'est un garçon très simple, fort dans sa tête, très très intéressant. Et qui a permis au club lillois de bien figurer dans les interclubs en 2014 et 2015. Alors forcément, entre le soutien à la bande à Noah et l'affection qu'il a pour David Goffin, le cœur d'Henri balance un peu. Quand je vois jouer David, voilà, je suis toujours son président quelque part. Je suis français, donc elle est France. Mais si la Belgique venait par mégarde abattre la France, j'en ferais pas un fromage non plus, quoi. Et Jérémy, joueur de l'équipe première, admire son ancien camarade de club, mais pas au point d'en oublier ses couleurs. J'espère qu'on va gagner. Je pense qu'on est légèrement favori quand même. Après, c'est vrai que Goffin, c'est vraiment un de mes joueurs préférés en fait. Je suis pas très grand, lui non plus. J'aime bien m'identifier un petit peu à son jeu. Et c'est vrai que c'est un peu mon idole. Mais ouais, j'espère vraiment que l'équipe de France va gagner en tout cas. D'ailleurs, au club, on commence déjà à distribuer les badges et les drapeaux bleu-blanc-rouge en rêvant du saladier d'argent. Lille, Lionel Gougelot, Europe 1. Et puis du football ce soir, Monaco-Leipzig en Ligue des Champions. On y croit ou pas, ça sera dur en tout cas pour les Monégasques. Merci à vous Jean-Philippe Ballas pour le journal. Europe 1.